Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 16 mai. Au sommaire et en actu, aujourd'hui, on donnera la parole à Pierre Patelli. Le conseiller communal pour les Verts a décidé de quitter son parti. Il nous explique ses raisons en plateau. En sport, on vous parle tennis aujourd'hui avec le Tennis Club de Nyon qui a démarré les championnats interclubs sur les chapeaux de roue. Après une première victoire à Winterthur, ils se sont imposés 8-1 à Thun ce samedi. Prenons alors la tête du classement. Le capitaine Romain Monnet est avec nous pour en parler. Bonjour Romain, bienvenue sur ce plateau. Enfin, en culture, on va vous parler musique avec la fête cantonale des musiques vaudoises qui aura lieu pour sa 29e édition à Gimel du 12 au 21 mai. Avec nous pour en parler, le président du comité d'organisation, Laurent Pache. Bonjour à vous et bienvenue sur ce plateau. De ton côté, Alexandre, que fais-tu aujourd'hui? Où es-tu? Salut Andrea, eh bien regarde, je suis dans la cour de Grandchamp à Gland où tu vois cette espèce d'installation tout en bois qui a été installée depuis début mai et qui va rester jusqu'à fin juin ici. Le but, c'est un pavillon climatique qui va rafraîchir les écoliers ou non d'ailleurs même les passants puisque cette zone ici à Grandchamp, en cas de forte chaleur a été constatée comme étant très chaude par l'exécutif qui donc a fait installer ce pavillon climatique. Qu'est-ce que c'est cet îlot de fraîcheur? Comment ça marche? Comment est-ce qu'on peut se rafraîchir juste dessous? Les explications avec un des architectes qui va me rejoindre juste après. À tout à l'heure, Alexandre. Merci beaucoup. On ouvre à présent notre page d'actualité. Une gauche, pas assez à gauche. C'est l'avis de notre prochain invité, Pierre Patelli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller communal lyonnais. Hier, lors de la séance, vous avez annoncé quitter votre parti des Verts. On va expliquer ses raisons d'ici quelques instants. Vos raisons, mais déjà, une séance qui a été assez longue. On a fini à minuit 40, il faut le dire. Vous avez la forme? Ça s'est bien passé pour vous? J'ai malheureusement pas pu dormir beaucoup d'heures parce que je devais être ce matin assez tôt à Genève. Mais non, ça se passe bien. Après, c'est les aléas de la politique locale. Tout d'un coup, il y a des sujets qui prennent plus longtemps. Là, c'était les tuyas qui nous ont pris 1h30. C'est la joie un peu de la politique, mais aussi des bons signes comme le centre de l'EVAM où on a réussi à avoir une petite avancée. Mais la politique locale, ça se fait de petites avancées plutôt que de grands sauts, on va dire ça comme ça. Oui, voilà, qui est joliment dit et de manière politique. Et ça, c'est peut-être votre patte à vous. Pierre Patelli, vous avez annoncé quitter le groupe des Verts, quitter ce parti. Pourquoi? Je suis rentré chez les Verts en étant déjà plus à gauche que certains. Et puis, je me suis dit que c'était bien d'apprendre de la politique locale. Et puis, bien sûr, des fois, on ne décide pas de tout. Là, le groupe le plus à gauche, à mes yeux, c'était les Verts. Donc, j'ai décidé d'apprendre, de rentrer dans des commissions, d'aller voir, de tâter les choses, de me former aussi. Personnellement, j'ai fait une formation là-dedans, j'ai fait une formation universitaire. Et puis là, je pense que c'était le moment, après de longues réflexions, de sortir du nid et un peu prendre mon envol pour défendre des valeurs qui me sont chères et qui, je pense, qui sont nécessaires aujourd'hui. De longues réflexions, pourquoi justement? Quel a été l'élément déclencheur et qu'est-ce qui vous a fait prendre cette décision? Parce que, moi, ma principale préoccupation actuellement, c'est les salaires. Je pense qu'il y a un gros problème dans notre société où de plus en plus de gens ont des difficultés financières. Il y a une phrase que j'ai entendue récemment qui m'a fait beaucoup tilter un peu. En Suisse, à force de vouloir faire un paradis pour les riches, on en a fait un enfer pour les classes moyennes. Et je ne parle même pas des gens qui sont dessous du seuil de pauvreté. Et donc je pense que ça, c'est un problème essentiel et qui regroupe un peu beaucoup de problèmes, dont l'écologie, dont différentes choses. Et c'est vraiment ces valeurs-là que j'essaie de défendre. Ouais, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous reprochez donc du côté de l'hémisphère de la gauche au Conseil lyonnais? Elle n'est pas assez à gauche, mais ça veut dire quoi? C'est de manière générale en politique. Je pense que chez les socialistes et les Verts, il y a une position d'être un parti de gouvernement, de trouver des compromis, d'annoncer les compromis, de défendre ces compromis-là. Et je pense qu'on doit avoir une approche un peu plus forte parce que les problèmes qui s'amènent à nous sont assez forts. Il y a des gens qui sont en souffrance. Et si déjà nous, on propose des demi-mesures, on aura un tiers de mesure, un quart de mesure. Tandis que je pense qu'on doit offrir un horizon idéologique, un horizon politique aux gens pour leur montrer que les choses peuvent changer et doivent changer. Oui, c'est vrai qu'on se souvient très franchement de l'année dernière lorsque la commission de gestion, commission de surveillance avait publié son rapport de l'exercice 2021, que vous étiez un peu en froid avec votre parti, notamment avec un rapport qui n'avait pas fait l'unanimité et que vous aviez rédigé. On vous avait reproché d'être trop virulent, trop critique envers cette municipalité. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une scissure avec votre parti, très franchement, qui s'est faite à ce moment-là et qui n'a pas pu être rétablie? En toute honnêteté, je pense que c'était un des éléments déclencheurs. C'est vrai qu'en tant que commission de gestion, notre rôle, c'est d'être critique. On a essayé de l'être, d'être transparent. Je pense qu'en démocratie, nos actionnaires, c'est les électeurs. Et on doit être transparent vers eux, dire ce qui s'est passé.
quand quelqu'un travaille dans l'administration, il a des avantages, des inconvénients. Les inconvénients, c'est que c'est public et que malheureusement, c'est le denier public. Et s'il est mal investi, il faut être transparent et régler ces problèmes-là. Et moi, je pense que nous devons défendre les employés, nous ne devons pas défendre le haut de la hiérarchie, mais plutôt le bas de la hiérarchie. Et si quelque chose se passe mal, il faut le dire. Et je pense que ça aurait permis en fait d'éviter cette crise, parce que le gros problème de cette crise, c'est qu'on a essayé de cacher plein de choses, plutôt que de dire d'être transparent. Et en fait, cette accumulation a fait que la situation s'est envenimée. On a eu un témoignage. Alors, on ne va pas refaire la crise, Pierre Patelli, mais ça me surprend quand même parce que vous êtes conseiller communal, vous avez une responsabilité, vous pouvez prendre la parole à tout moment. Pourquoi ne pas le faire? Ça veut dire quoi? Que vous n'osez pas à ce moment-là? Non, on m'a menacé de procès. C'est pour ça. C'est qu'il y a des limites, j'ai été menacé de procès, il y a des choses qu'on n'avait pas le droit de dire. Il y a une certaine interprétation du droit qui dit protection de la sphère privée, mais jusqu'à où, dès que ça dépasse et que ça devient un intérêt public, ce genre d'arbitrage-là, eh ben, il y a des choix, et puis il faut respecter ça, et puis il y a des risques, et puis des opportunités politiques. J'ai décidé de me taire parce qu'on a refusé le rapport de gestion, et puis j'ai estimé que c'était mieux de refuser le rapport de gestion que d'encourir des procès contre moi et sortir le problème et de venir contre moi plutôt que de parler du sujet de fond. Mais ça veut dire quoi? Que vous ne vous sentiez peut-être pas légitime pour parler, que vous vous sentiez muselé? C'était quoi votre sentiment à ce moment-là? Je pense qu'il y a une gestion à Nyon qui essaie certaines fois d'être opaque sur certains points, et j'avais une vision différente. Puis après, j'ai des critiques, mais je pense que ces critiques-là, on va dire, le linge sale se lave en privé, et je les ai faites. Et puis je suis resté encore un moment chez les Verts. J'ai voulu quitter ce parti-là, et puis on a arrangé ce départ, et je reste toujours dans la plateforme de gauche, malgré certaines oppositions. Mais la majorité des points, on serait toujours d'accord. Ouais, un sympathisant pour les Verts, comme vous le dites. On va parler justement de l'avenir, où aujourd'hui, vous souhaitez notamment rejoindre Ensemble à gauche, un parti qui est beaucoup plus radical dans sa manière d'être et de penser. On se souvient, lors de ces élections complémentaires, notamment, il y avait eu quelques surprises, et des candidats surprises, comme on les avait appelés. On peut citer par exemple l'exemple de Jay Reuter, qui souhaitait défendre et mettre en avant une population qu'il jugeait moins visible à Nyon. Est-ce que c'est aujourd'hui une stratégie que vous souhaitez également poursuivre ? Oui, je pense que je m'inscris dans une forme de continuité avec ce que Jay a essayé de proposer. Je pense qu'il a réussi à amener un message, une autre manière de voir les choses, qui a fait un score honorable. Et surtout, il y a une tradition à Nyon, en fait, de l'extrême gauche. À la sortie de la guerre, on avait 3 municipaux de POP. On avait à une époque jusqu'à 25, 30 conseillers communaux de la gauche radicale. Et malheureusement, qui n'existe plus tellement, Fabrice Chaperon, qui est le seul POP aujourd'hui du Conseil. Ouais. Mais moi, j'étais là encore, j'ai fait un conseil où on avait un municipal POP, et après, ça a changé. Il y a un problème de génération, et puis ça repart. Et je pense qu'on a cette tradition-là qu'il faut remettre au goût du jour. Forel, par exemple, qui était un conseiller national POP de Nyon, qui était quelqu'un qui est pour moi un exemple. Et je pense qu'il faut continuer ça et faire revivre un peu cette tradition lyonnaise. Ouais, pourquoi justement ne pas rejoindre du coup le POP et Fabrice Chaperon, qui est seul dans son parti, et vous lancer de manière indépendante? Parce que je pense que le POP et Ensemble à gauche défendent deux manières de penser l'extrême gauche, ou la gauche radicale, ou la gauche du PS et des Verts. Et je pense qu'elles sont complémentaires. Et je pense qu'actuellement, il y a des gens qui veulent défendre différentes visions. Il faut s'unir ensemble. Et puis si on arrive à faire une alliance assez large de gens qui ne sont pas contents de la manière dont se déroulent les choses actuellement, dont la société se déroule, on sera plus fort. Et j'estime que mon rôle est de faire cette jonction entre ces deux courants. Pierre Patelli, conseiller communal pour la ville de Nyon, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Excellente journée à vous, à très bientôt. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Alexandre, on retourne à toi. On va donc découvrir ces îlots de fraîcheur en ville de Gland. Et pourtant, aujourd'hui, il ne fait pas très chaud, dis donc. Alors voilà, Andrea, j'ai rejoint donc l'un des architectes de ce pavillon climatique à Gland, Mathias Césari. Bonjour à vous. Bonjour. Alors c'est vrai, un îlot de fraîcheur, là, vu comme on est habillé, on n'a pas vraiment besoin de se rafraîchir pour l'instant. Hein. Non, pour le moment, on n'en a pas besoin, mais c'est déjà assez agréable. Une place pour occuper un peu cet espace. Exactement. Alors justement, vous allez me dire, eh bien, qu'est-ce que c'est en fait ce pavillon climatique? Vous êtes architecte, vous avez aidé justement, eh bien, à construire ce pavillon qui est fait tout en bois. Qu'est-ce que c'est en fait? Alors ce pavillon, en fait, il découle d'un projet de recherche de l'École d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg, en lien avec aussi avec le Smarting Lab, où on a en fait traité la thématique des îlots de chaleur dans la ville de Fribourg. On a d'abord fait une cartographie. C'est quoi un îlot de chaleur? L'îlot de chaleur, en fait, c'est un phénomène qui se passe en été. Finalement, il va faire beaucoup plus chaud en ville qu'à la campagne. Parce qu'en fait, la chaleur va être emprisonnée par tout le béton et les matières et les sols imperméabilisés qu'on a sur le sol. Et puis là, cette place où on est, dans cette école de Longchamp, c'est un excellent exemple où ces phénomènes, en fait, finalement, vont accumuler la chaleur
ça ne va pas se réfléchir Ouais. avec Et donc, c'est le sol, en fait, qui va dégager davantage, justement, de chaleur à cet endroit précis, hein. Oui, c'est le sol qui va accumuler puis relâcher cette chaleur. Donc, c'est la municipalité de Gland qui a fait appel à vous, puisqu'elle a constaté ce projet à Fribourg, c'est ça? Et puis qui vous a donc loué, on va dire, ce pavillon pour les 2 mois prochains. Donc, c'est ici jusqu'à fin juin. Alors, on va regarder comment ça marche. Je vais tourner la caméra, vous m'expliquez tout. Mathias, regarde Andrea. Déjà, voilà. Ah oui, si j'arrive. Exactement, voilà. Je suis avec Mathias ici. Alors, Mathias, déjà, dites-nous, euh, comment est-ce qu'il a été construit, ce pavillon climatique? Comment on se rafraîchit avec lui? Alors, avec ce pavillon, en fait, finalement, ce qu'on a déjà cherché à faire, c'est créer de l'ombre. C'est la première chose pour se protéger contre le soleil, contre le rayonnement du solaire, c'est l'ombre. Ouais. Alors, ce qu'on peut voir, on a une toiture plate, et puis des toiles d'ombrage en périphérique. Alors ça, c'est une des premières mesures qu'on a mis, c'est faire de l'ombre. Et ensuite, on a mis encore après d'autres éléments. Alors, on a les bancs avec les framboisiers qui sont en train de pousser. Ça aussi, ça va faire des parois végétalisées. Et puis ça va aussi nous permettre de nous protéger contre la chaleur, puis créer aussi fermer un peu l'espace. d'accord, donc des framboisiers, des ombrelles, et puis là, je vois des tuyaux. Alors, sur notre toiture, en fait, on a une toiture végétalisée. La toiture végétalisée avec les plantes, elles aussi, quand elles ont chaud, elles vont faire comme nous, elles vont aussi transpirer. Et puis ce qui va aussi faire baisser la température. Ah non, donc qu'on ne voit pas là, puisque c'est donc au-dessus ici. Donc il y a des plantes qui sont plantées partout sur le plafond. Exactement. Et puis ces plantes, comme les framboisiers, quand il fait chaud, pour se maintenir en bonne santé, elles vont transpirer, évaporer, et puis comme ça faire chuter la température. D'accord. Et puis alors après, je crois que donc il y a un fonctionnement avec de l'eau, un brumisateur en fait, c'est ça. Il y a aussi la brumisation qu'on a mis, où là finalement on va créer des micro-gouttelettes qui vont s'évaporer et puis aussi créer de la fraîcheur. La brumisation, ça a aussi l'avantage parce que ça fait des tout petites gouttes, du coup ça ne nous mouille pas, mais ça nous rafraîchit bien. D'accord. Ça, c'est le plus efficace. Alors, comment il fonctionne, Mathias? Parce que du coup, c'est bien beau tout ça. Moi, j'ai vu, d'accord, vous avez planté ces plantes effectivement, mais alors on se dit, il faut bien de l'eau déjà, et puis à un moment donné, il va peut-être falloir aussi de l'électricité. Voilà. Alors pour fonctionner, l'eau en fait on voit, en fait les bacs ils sont tous orientés vers le milieu, puis il y a ces petits tubes là qui tombent. Finalement on va aussi récupérer l'eau de pluie qu'on va récupérer là au centre, où il y a les graviers en bas, juste ici. Et puis ensuite on va prendre cette eau et puis on va la pomper dans un réservoir qu'on a dans notre local technique et là dans cette... Alors allez-y, ouvrez-moi. Voilà André, on va découvrir toutes les coulisses justement de cet îlot de fraîcheur designé donc à Fribourg. Tu l'auras compris. Alors voilà, qu'est-ce qu'on voit Mathias? Alors là derrière en bleu, on voit un réservoir d'eau de 1000 litres. Celui-là qu'on remplit avec la récupération d'eau de pluie, ou s'il pleut pas, qu'on va venir remplir. Mais comme ça, on ne doit pas se connecter au réseau de la ville. Et ensuite, là, pour toute la partie électrique énergie, on a 4 batteries qui sont connectées à des panneaux solaires qui sont sur le toit pour produire l'électricité après, qui va nous permettre de faire fonctionner les différentes pompes. Et puis la nuit aussi, l'éclairage qu'on voit au centre et puis en périphérie du pavillon. Eh bien voilà, ce pavillon. Moi, si j'arrive bien sûr à te tourner la caméra, ben oui, hein, j'ai que 2 mains. Et puis effectivement, tu vendrais que je tiens le micro de l'autre. Mathias, merci de m'avoir détaillé ce pavillon climatique. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quel est l'intérêt finalement des villes. Déjà, est-ce qu'il y a un intérêt de plusieurs communes qui ont vu votre projet et qui s'y sont intéressées peut-être pour l'avoir dans leur commune? Alors oui, on a eu différentes demandes. À Fribourg, on l'a testé sur différents sites. L'année passée, on a déjà installé une première fois à l'extérieur de la ville de Fribourg sur le site de l'EPFL. Et puis à partir, ceux qui n'auraient pas eu le temps de venir d'ici fin juin à Gland, ils pourront aller à Lausanne, à la place La Saugette, pour découvrir ce pavillon jusqu'à fin août. Et alors l'intérêt principal, Mathias, c'est quoi? C'est juste rafraîchir les passants ou est-ce qu'il y a un autre intérêt derrière? Alors, il y a différents intérêts. Alors, l'idée aussi, c'est de sensibiliser les gens et puis les politiques aussi aux mesures qui peuvent être mises en place dans la planification de la ville de demain, aussi de déperméabiliser les sols et de mettre en place des mesures pour limiter la surchauffe en été dans les villes.
Et puis aussi, l'idée, c'est aussi que ce soit un espace où les gens puissent aussi expérimenter. Il y a différentes choses. Là, une chose que je ne vais pas montrer, là, c'est cette paroi-là derrière moi, qui est un peu bizarre. Là. En fait, là, c'est une paroi avec des vases qui sont pleins d'eau. Ouais. Comme c'est de la céramique qui est poreuse, l'eau va passer à travers et puis ça va chuter la température aussi. Ah, d'accord. Alors, donc ça va dégager justement une fraîcheur. Si on touche avec nos mains, c'est aussi plus frais. Et puis finalement, la température qu'on ressent, la température de l'air, c'est un critère, mais l'autre critère aussi, c'est la température qui nous environne, c'est les infrarouges qu'on ne voit pas. Et puis finalement, pour qu'on soit bien, il faut aussi un équilibre entre la température rayonnante qu'on reçoit et puis que nous, on émet. Alors si on est dans une ville qui est très minérale où les parois sont à 60 degrés, ça va nous faire trop chaud. Mais si on a des parois plus fraîches, ça va aussi créer un équilibre et puis on se sentira aussi mieux là sous le pavillon. Eh bien voilà, merci beaucoup Mathias Césari. Donc vous êtes l'architecte, un des architectes de ce projet donc de pavillon climatique. Eh bien Andrea qui est à expérimenter, tu l'auras compris, dans la cour de Grandchamp jusqu'à fin juin. Voilà, merci beaucoup. Et puis bonne journée. Alors tu l'auras compris, pour l'instant il n'y a pas vraiment besoin de se rafraîchir, mais on espère justement que les beaux jours vont arriver et puis que d'ici à la fin juin, on va sentir cette différence avec cet îlot de fraîcheur ici à Grandchamp. Merci beaucoup Alexandre, belle journée. Tu t'es éloigné de Mathias et pourtant j'avais encore une question à lui poser, comme un peu dans C'est pas sorcier, tu sais, Samy qui retourne. Ah alors attends, ouais, je me rapproche, oui vas-y. Je me demandais justement pose ta question à Mathias. Je me demandais si ce genre de structure pouvait s'adapter à des bâtiments et si finalement on ne pouvait pas construire à l'avenir ces villes avec ce type d'infrastructure. Je vais essayer de comprendre ta question et de la reformuler, Andrea. Ma collègue demande si, Mathias, ce type en fait de fabrication peut être adapté dans des bâtiments déjà existants. Alors l'idée ici, là, ce pavillon, c'est un prototype, c'est un démonstrateur. L'idée, c'est qu'on puisse reprendre les éléments qui sont là et puis qu'on les implémente aussi sur les bâtiments existants. On a beaucoup de bâtiments avec des toitures plates, c'est très facile à végétaliser et puis on va aussi créer de la fraîcheur. Ensuite, les ombrages, c'est aussi des choses qu'on peut rajouter sur les bâtiments. L'idée, c'est vraiment un démonstrateur et puis qu'on peut aussi adapter, après les éléments qui sont là, à une plus grande échelle et puis ça aura beaucoup plus d'effet. Parce que là, la fraîcheur, voilà, vraiment sous le pavillon, mais le reste de la place, là, elle va quand même bien chauffer. Oui, effectivement, voilà, c'est vrai, la fraîcheur, elle est juste là. Bon, Andrea, voilà, tu pourras mettre peut-être des vases en céramique chez toi si tu as trop chaud, je ne sais pas. Voilà, merci d'avoir répondu à ma question. Tu vois, c'était une bonne question, je trouve. Allez, bonne journée. À tout à l'heure. On ouvre à présent notre page sport en votre compagnie. Romain Monet, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. De retour en LNB, le tennis club de Nyon a démarré les championnats interclubs sur les chapeaux de roue. Après une première victoire à Winterthur, ils se sont donc imposés 8-1 à Thun ce samedi, prenant la tête du classement. Félicitations. Merci. Ça commence très très fort. Ouais, ça commence fort. Je crois que même vous êtes un peu surpris ou pas ? Oui et non. On ne pensait pas être en tête tout de suite, mais bon, on a fait deux très bons week-ends. Donc du coup, on a la chance, le mérite surtout d'être en tête, à égalité, mais toujours en tête, après 2 week-ends. Donc c'est pas mal, c'est de bon augure là, pour cette troisième rencontre. Pour la suite, ce samedi. Et pour ce week-end. On va en parler d'ici quelques instants, mais on va revenir un petit peu sur ces journées interclubs qui vous ont souri. Ouais. Comment vous expliquez ce succès ? Bon, déjà, devant, on a des très très bons joueurs. On a la chance d'avoir des bons joueurs classés à l'ATP. On profite de 2 joueurs étrangers, dont un qui est aux alentours de la 200e place mondiale, qui est argentin. Après, on a un autre étranger, on a l'autorisation à 2 étrangers par rencontre. Et on a un étranger qui compte comme Suisse, qui a une double nationalité, qui est environ 500 ATP. Donc on peut bénéficier de ce joueur suisse, mais qui compte comme un étranger. Donc là, c'est vraiment une aide qui est vraiment pas mal. Et ensuite, on a des très bons joueurs suisses. Mais ça veut dire quoi qu'aujourd'hui, c'est des personnalités qui font la différence? Parce qu'on se souvient de la saison passée où vous étiez relégué en LNC. Ouais. Là, vous êtes de retour en LNB. Donc ça veut dire quoi? Que pour arriver en tête des classements, il faut des joueurs comme ça qui viennent de l'étranger parce que chez nous, on n'est pas assez bon. C'est ça ce qu'on doit comprendre? Un petit peu. Pour être vraiment dans les premières divisions, oui, c'est important d'avoir des joueurs étrangers. En fonctionnant qu'avec des joueurs suisses, c'est vraiment difficile. Surtout que les joueurs étrangers, ils ont des très bons classements. Après, il y a aussi une question de budget par club aussi qui se joue là-dedans. Et effectivement, si on arrive à avoir des bons étrangers ou des bons contacts pour amener des très bons joueurs, devant, on est tout de suite plus fort.
Mais c'est pourtant surprenant, parce qu'on pourrait imaginer que le Tennis Club de Nyon, et on sait qu'elle a cette vocation aussi formatrice, on a des très jeunes qui ont d'ailleurs reçu plusieurs prix, donc il y a aussi des pépites chez nous pourtant. Oui, on en a aussi. Maintenant, le classement, ils sont un tout petit peu derrière au niveau du classement par rapport à des joueurs étrangers qui jouent toute l'année sur le circuit, qui sont aussi plus âgés. Mais de les avoir avec nous dans l'équipe, ça leur permet aussi de jouer entre la 3e, 4e et 6e place, même au niveau des doubles. Et ça les permet justement de se développer, aussi de continuer cette formation pour un jour qu'eux prennent cette place en tête de l'équipe. Oui, pour la relève. Exactement. C'est vrai qu'on a entendu dire que vos objectifs étaient très élevés. Vous êtes à peine de retour en LNB et pourtant, vous visez une première place. Ouais. C'est pas un peu gonflé? Un petit peu, mais bon, c'est dans le sport de haut niveau, si on n'a pas d'ambition, les objectifs, on peut jamais les réaliser. Donc l'objectif est la première place du groupe. Pour l'instant, on y est. Il nous reste encore 3 rencontres, dont une samedi importante à la maison et probablement la dernière rencontre à la maison aussi contre Lugano, qui est premier ex-aequo avec nous, qui sera probablement décisive pour la tête du classement. Oui, quels sont les aspects sur lesquels vous allez travailler justement pour revenir avec des victoires? Déjà, tout va dépendre aussi de certains joueurs qui jouent devant, certains joueurs étrangers, s'ils sont là pour certaines rencontres ou pas. On ne peut pas bénéficier de toutes les rencontres non plus. Ils ont aussi, eux, un calendrier sur le circuit professionnel. Donc on fait en fin de semaine, avec les calendriers par rapport à leur tournoi, suivant, ils atteignent un stade de demi-finale, donc ils doivent être absents, donc on doit remplacer ces joueurs. On a un contingent chez nous qui est bien fourni, même avec les joueurs du club. Mais c'est vrai que devant, une différence, elle se fait avec ces joueurs étrangers où on a vraiment des très bons joueurs pour la ligue où on est. Oui, c'est vrai que c'est un retour et en tout cas des sensations qui nous reviennent dernièrement des clubs en nous disant on a des joueurs qui sont amateurs, mais on leur demande un investissement quasiment professionnel. Vous nous parlez de calendrier. Est-ce que ça se ressent ça aussi du côté du Tennis Club de Nyon? Oui, ça aussi, parce qu'il y a une planification à faire, il y a un budget pour le circuit professionnel et aussi le circuit interclub. Mais après, c'est aussi 2 compétitions à part où ça permet de passer d'un sport qui est individuel à revenir à un sport en équipe. Ouais. Surtout que notre sport est très individuel, donc c'est aussi important. Et pour certains joueurs, de pouvoir aussi avoir des contrats en match par équipe et pouvoir gagner de l'argent pour pouvoir financer ces tournois internationaux après. Ouais, vous-même, en tant que capitaine, je crois que ça fait environ 8 ans que vous êtes au sein du club. Vous pensez justement remettre peut-être à l'avenir, l'année prochaine, je crois, les rênes. Pourquoi ? Avec le temps, on se fait aussi un peu plus vieux et on laisse aussi peut-être la chance aux jeunes ou à d'autres personnes. Maintenant, ce n'est pas encore pour tout de suite. Ça dépend aussi des résultats de cette année, de l'année prochaine et en fonction des joueurs qui continuent. Après, peut-être amener une autre fraîcheur à l'équipe, mais pour l'instant, elle fonctionne pas mal. Donc, si cette première place, elle est acquise, est-ce qu'on pourrait imaginer que vous quittiez sur cette belle victoire? On ne sait pas. Ça serait quoi les objectifs, vos objectifs à vous en tant que capitaine? Évidemment, déjà la première place. Une fois la première place acquise, on a une finale de groupe contre le 2e groupe de Ligue nationale B pour jouer la promotion. Et là, les objectifs, je pense qu'ils seront à discuter avec le club et le comité pour voir quels sont les objectifs. Dans tous les cas, c'est forcément de gagner. Après, la montée n'est pas obligatoire, mais je pense que quand on fait de la compétition, l'objectif est toujours de gagner. C'est vrai, on ne va pas être modeste et j'aime bien cet état d'esprit de compétition. Romain Monet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. À très bientôt et salutations au Tennis Club de Nyon. Merci. On termine avec une page de culture en votre compagnie. Laurent Page, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Vous êtes membre du comité d'organisation de la fête cantonale des musiques vaudoises qui aura lieu du 18 au 21 mai à Gimel où 1700 musiciens vont défiler dans les rues. On est ravis de vous avoir. Merci un concours pour sa 29e édition. Vous n'auriez pas plutôt voulu organiser la 30e, très franchement? Non, je ne crois pas. 29, ça sera très bien. Ça met un petit peu moins la pression, c'est ça? Voilà, non, pas forcément. Chaque manifestation cantonale a son lot d'émotions et de préparation. Oui, c'est vrai que c'est une très belle fête. C'est un concours qui a lieu tous les 5 ans, on va le préciser ici. Vous avez commencé à préparer cette manifestation en 2020. Comment vous vous sentez justement à quelques jours du début? Alors, à quelques jours du début de la manifestation, donc, vous avez un président serein, heureux, confiant. Il nous reste encore un petit peu de tâches à effectuer d'ici le début de la manifestation jeudi matin.
Tout se passe bien. Je suis très fier de mon comité et tout l'engagement qu'ils ont déjà mis en œuvre pour la préparation de cette manifestation, et y compris donc, la société, la fanfare de Gimel, qui participe activement dans les grandes préparations de cette manifestation. Oui, de l'organisation. La fanfare de Gimel, justement, dont vous faites partie. Oui. On voit à l'image, là, à l'écran. Il y a plusieurs catégories de concours qui vont se dérouler tout au long de ces jours. Expliquez-nous un petit peu ce qui est prévu. Alors, ce qui est prévu, c'est que le jeudi, on va démarrer cette 29e fête cantonale des musiques vaudoises par le concours des tambours, batterie anglaise. Donc ça, c'est sur le jeudi, où il y a à peu près, il faut compter 15 sociétés de tambours qui vont participer à cette manifestation. Donc ils vont se produire un morceau de choix libre, un morceau imposé et un concours de marche. Suivi au niveau ce qui est de la musicalité, donc le samedi et le dimanche, c'est les 2 grosses journées qui sont consacrées aux fanfares, aux harmonies et aux brass bands, et ceci au nombre de 43 sociétés. Donc ça en fait du beau monde, justement. Ça en fait du beau monde, ouais. Tout à fait. Et pour ça, Gimel, on a beaucoup de chance d'avoir des infrastructures qui permettent de pouvoir faire une manifestation d'une telle envergure. On a deux salles, une grande salle et une salle omnisport. Et on s'appuie en collaboration avec la commune des Sertines-sur-Olles qui nous met également sa grande salle à disposition. C'est vrai que c'est une fête des musiciennes et des musiciens vaudois, mais quelles traditions finalement vous souhaitez mettre en avant? Peut-être des traditions de notre district ou même de Gimel? Alors, les traditions, je dirais, c'est plutôt la culture de la musique, faire continuer cette belle culture qui est la musique. Malheureusement, comme tout le monde, on a été impacté par le 2020 avec le Covid, qui était compliqué. Ça laissait passablement des traces dans toutes les sociétés, que ce soit à tout niveau. Et je pense qu'une telle manifestation vient à point nommé pour redonner une dynamique pour toutes les sociétés de ce beau canton. Merci beaucoup Laurent Page d'avoir été avec nous en tant que président de cette belle manifestation. On vous donne rendez-vous donc à la maison du 18 au 21 mai à Gimel, donc à l'occasion de cette fête cantonale des musiques vaudoises. Merci beaucoup, très belle journée à vous. Et puis en musique s'il vous plaît, on attend la baguette. Vous serez là? Vous faites partie des membres du jury d'ailleurs? Non, pas du tout. Déjà la casquette de président d'organisation, ça suffit. Voilà qui est exactement. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme. À demain.